L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous, il est 10h passé de 6 minutes et vous êtes sur Radio JM pour 2 heures de direct. Bienvenue dans la grande matinale de Radio JM. Je suis ravie de vous retrouver tous les lundis de 10h à midi sur le 90.5 en direct depuis nos studios et bien sûr sur nos réseaux sociaux avec un beau programme. Tout de suite le jingle avec notre belle Noah à la technique. Qu'est-ce qui vous attend ce matin ? C'est le programme de la grande matinale Radio JM. On commence le programme par la météo. Aujourd'hui sur Marseille, je vous l'annonçais ce matin dans le flash d'information. Il fait 11 degrés ce matin et jusqu'à 16 degrés cet après-midi. J'aurai le plaisir de recevoir ce matin de prestigieux invités comme chaque lundi. Maître Béatrice Zavarro, l'avocate de Dominique Pellicot, nous racontera son expérience avec le mari de Gisèle Pellicot, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale dans le procès de Mazan. Nous la recevrons pour son livre « Défendre l'indéfendable », écrit en collaboration avec Daniel Prieur aux éditions Mareuil. Dans le volet communautaire, nous recevrons tout à l'heure Lionel Stora, le président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, qui viendra nous parler avec sa déléguée régionale Elsa Charbit du Radioton, le Radioton qui sera lancé ce dimanche à l'antenne de Radio JM pour le démarrage de la campagne de la Tzedaka. Notre invité politique sera Romain Cimarano, porte-parole de la campagne de Martine Vassal, candidate à la mairie de Marseille. Ce sera face à Elsa Charbit à 11h. Anne-Marie Pérez viendra nous parler du séminaire du CDHA, le Centre de documentation historique sur l'Algérie, qui a lieu ce week-end. Enfin, Michael Dian, le directeur du festival de Chaillol, évoquera avec nous Noces Yiddish, qui se jouera au Conservatoire de musique à Marseille. Vous sera présentée l'actualité communautaire de la semaine avec Noah, la chronique littéraire d'Elsa et bien sûr, la chronique culinaire de Sacha viendra conclure, comme toujours, cette matinale. La grande matinale de Radio JM, c'est tout de suite jusqu'à midi. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Nous sommes le lundi 10 novembre et nous démarrons cette matinale en recevant Maître Béatrice Zavarro. Bonjour. Bonjour madame. Béatrice Zavarro, vous venez nous parler de votre livre « Défendre l'indéfendable » écrit en collaboration avec Daniel Prieur et publié chez Mareuil Éditions. Vous avez été sous le feu des projecteurs il y a quelques mois dans l'affaire dite des viols de Mazan, où vous avez défendu Dominique Pellicot, condamné pour avoir drogué sa femme, Gisèle Pellicot, à son insu, pour la soumettre à d'autres hommes pendant qu'elle dormait. La presse vous a surnommé l'avocate du diable. Avant de rentrer dans les détails de votre livre, j'aimerais savoir comment avez-vous vécu, en tant que femme, en tant qu'avocate, cette période particulièrement exposée de votre vie lors de ce procès au retentissant mondial ? Je l'ai vécu comme quelque chose de très très nouveau, dans la mesure où je suis sortie par ce procès de mon anonymat, bien qu'ayant prêté serment en 1996, il n'en demeure pas moins que j'avais eu quelques épisodes de quelques procès assez médiatisés. Je pense surtout à l'affaire Elf avec Sophie Beauté, mais j'étais dans les années 2000 et 2001. Et donc j'étais encore nouvellement au barreau de Marseille, et puis d'un coup le 2 septembre 24, le monde entier nous a regardés et a mis en exergue la défense que j'avais aux côtés de Dominique Pellicot. Comment je l'ai vécu ? Je l'ai vécu comme un épisode très singulier, je l'ai vécu comme quelque chose d'à part entière. Je crois que chacun des protagonistes de ce dossier a considéré que c'était l'épisode de leur vie, pas seulement le mien, mais je crois que chacun d'entre nous, aussi bien avocat, même je pense certains membres de la cour criminelle, enfin c'était quelque chose d'assez symbolique en soi et surtout tellement à part entière, tellement nouveau et surtout individuel et puis je trouve pas mes mots, mais quelque chose de très très isolé et très très nouveau en tout cas dans le schéma du procès, dans les rôles de chacun, dans les bouleversements des rôles effectivement de chacun. Enfin voilà, chacun devenait l'accusateur de l'autre et puis Dominique Pellicot était accusé par les autres accusés, Dominique Pellicot accusait les autres accusés et puis au milieu il y avait la partie civile qui devait trouver son chemin et la cour qui essayait d'arbitrer un peu tout ceci. Donc effectivement, c'était assez compliqué. Dès le début de votre livre, vous parlez de vos ambitions, de comment finalement vous êtes devenue avocate, malgré les réticences de votre papa qui aurait préféré, je crois, que vous deveniez magistrate. Exactement. Vous donnez des éléments assez personnels sur votre parcours pour finalement tenter de faire comprendre au lecteur pourquoi vous aimez défendre des gens qui paraissent indéfendables. Parce que c'est l'essence du métier.
parce que on n'a pas volé notre profession. C'est une profession qui est depuis l'Antiquité, qui existe et qui a le mérite d'exister, et qui est un rempart contre l'arbitraire, qui est un rempart contre l'injustice, peut-être. Et c'est surtout parce que c'est le symbole de l'état de droit et de la justice équitable, et que un homme doit être défendu. Je dis bien l'homme, pas le crime, parce qu'il a pas ce qu'il a commis, mais ce qu'il est en tant que tel, parce que je dis que chacun d'entre nous n'est pas à l'abri d'un parcours délinquantiel, et que on doit avoir la possibilité d'être entendu, d'être écouté et d'être compris par nos juges. C'est important. Mais alors comment justement travailler autour de l'indéfendable? Comment trouver les arguments auprès d'accusés dont tout semble accablé? Alors, j'attire quand même votre attention sur le fait que si le titre du livre est Défendre l'indéfendable, vous aurez noté que l'indéfendable est en italique sur la couverture, et que c'est un mot qui est l'expression de la vox populi, mais qui n'était certainement pas le mien, puisque je pars du principe effectivement que rien n'est indéfendable. Comment trouver les mots? D'abord, il faut connaître l'individu, il faut connaître sa personnalité, il faut être là avec lui souvent, régulièrement. Je suis, au moment où on se parle, je suis à peu près à 110 visites avec Monsieur Pellico au sein de la détention. J'ai énormément parlé avec lui, j'ai essayé de comprendre son vécu, son passé, son enfance, et Dieu sait qu'elle n'est pas simple. J'ai essayé de circonscrire les éléments de sa personnalité, et puis tout ce qu'il a subi, les traumas vécus, et ce qui peut-être explique le présent de cet homme. Et voilà, c'était l'essence de ma fonction dans ce procès, dans la mesure où, je le dis assez souvent, mais il est nécessaire de le rappeler, nous étions dans un schéma de reconnaissance des faits. Donc la matérialité des faits, on n'avait pas besoin de l'expliquer, on ne la contestait pas, au contraire de tous les autres accusés, enfin de la plupart d'entre eux d'ailleurs. Donc moi j'étais là pour expliquer le passage à l'acte, pas le justifier, mais au moins l'expliquer. Est-ce que vous avez douté à un moment donné? Est-ce que vous vous êtes dit, je rentre dans une affaire qui va avoir un retentissement mondial? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je me retire, c'est trop pour moi, en tant qu'être humain, finalement, d'acquérir toutes ces informations, ces heures passées avec cet homme? Déjà, expliquez-nous comment vous vous êtes retrouvée son avocate, et est-ce qu'à un moment donné, durant toute l'affaire, vous n'avez pas douté et potentiellement eu l'envie de le quitter? Je rencontre, d'abord, j'ai jamais eu l'envie de le quitter, assurément. Je crois qu'on quitte un client quand il y a plus de confiance réciproque et mutuelle entre l'avocat et lui. Mais je le rencontre très simplement parce que mon nom lui est donné par un détenu sur la cour de promenade de l'établissement où il séjourne à ce moment-là. Et puis, comme une désignation classique, on rencontre l'individu, ça match ou ça matche pas. Le contact se fait ou ne se fait pas. Il peut y avoir dès le premier rendez-vous un sentiment qu'on n'y arrivera pas, qu'on fera pas équipe avec le client, et donc il vaut mieux se déporter. Mais là, ça a matché, on a discuté, et puis il m'a demandé que je lui accorde ma confiance, et réciproquement, et on a avancé. Maintenant, je rencontre un Dominique Pellico qui n'est pas Dominique Pellico quand je le rencontre, c'est-à-dire que on n'est pas du tout, on est loin de s'imaginer ce qu'on va vivre pendant 3 mois et demi, de septembre à décembre 24. On est comme un dossier classique, une désignation classique. Alors certes, les faits sont lourds, les faits sont compliqués à appréhender parce qu'il s'agit de son épouse, parce qu'il y a 50 ans de vie commune, parce qu'on ne peut pas imaginer que ça puisse se passer. Mais pour autant, c'est là, et il va falloir gérer il va falloir gérer ces faits-là. Donc, pour répondre à votre question, de savoir est-ce qu'à un moment donné j'ai douté? Oui. À un moment donné, j'ai douté, mais j'ai douté quand je suis dans le feu de l'action, quoi. C'est-à-dire que toute l'instruction se passe à la discrétion des médias. Il n'y a pas d'instruction d'aval ou jubilaire, c'est-à-dire que la presse s'intéresse pas trop à Dominique Pellico. Pendant 3 ans et demi d'instruction, je reçois quelques demandes d'interview, mais tellement dérisoire. Enfin, le nombre est dérisoire, donc c'est vraiment anecdotique. Donc je suis à l'abri de tout ça. Et puis en revanche, la première semaine, je rentre chez moi en rentrant d'Avignon le premier week-end, et là je me dis non.
ça va pas du tout le faire, c'est too much, et j'ai effectivement un grand moment de désarroi. Et puis je suis boostée par mon mari et mon fils qui me disent ça fait 1 an et demi que tu bosses ce dossier, donc il n'y a aucune raison que tu t'en sortes pas, donc tu vas remonter la pente et tu vas y aller. Et puis après, j'ai mon fils qui s'appelle Samuel qui me dit tu devrais regarder Inostakaisen, la montée de l'Everest, et ça devrait te motiver. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 2 heures de mon temps et j'ai regardé ce magnifique documentaire qui m'a donné un élan de motivation terrible et qui m'a remobilisée. Le fait que vous soyez une femme avocate de Dominique Pellicot, ça n'est pas anodin, j'imagine. C'était important aussi pour l'image de ce procès. Alors évidemment, quand vous avez pris l'affaire, vous ne pensiez pas avoir une telle attraction médiatique autour de cette affaire. Mais le fait que ce soit une femme qui le représente, est-ce que ça compte finalement ? Je suis pas certaine. Alors, j'y vais avec ma sensibilité de femme, j'y vais avec mon vocabulaire de femme, avec ma carrure de femme, avec ma voix de femme, mais j'y vais pas en tant que femme, j'y vais en tant qu'avocat. Et puis, à cette question qui m'a été posée, vous l'imaginez bien, j'ai toujours dit, demandez à Madame Pellicot les raisons pour lesquelles elle a choisi 2 hommes. Et puis il y a eu cet effet contrebalancier, on va dire, 2 hommes d'un côté pour une femme pour un homme de l'autre. Ça a équilibré les choses, ni plus ni moins. Ça a peut-être respecté la parité, sait-on jamais. Mais quoi qu'il en soit, non, j'y suis allée en tant qu'avocat. Et je crois que quand il me désigne parce que mon nom lui est donné en tant qu'avocat. Il ne voit pas la femme. Et puis, je peux vous assurer que les discussions qu'on a eues, et puis sur toute la préparation de ce dossier, Monsieur Pellicot, il n'a pas vu une femme face à lui. Il a vu celui ou celle qui le défendait, mais sans regarder son genre, parce que il s'est pas interdit de dire ce qu'il pensait, il ne s'est pas interdit à employer certains mots qui auraient pu peut-être me brusquer, me heurter, et on a eu un échange très libre et très ouvert et sans tabou. Et donc ma qualité de femme n'a pas du tout influencé notre relation professionnelle. Est-ce que vous vous êtes entretenue après le procès avec Gisèle Pellicot ? Pas du tout. Ou même avant l'affaire, à un moment donné, est-ce que vous vous êtes retrouvés de femme à femme ? Est-ce que ça a été possible ? Le seul moment où je me retrouve de femme à femme avec elle, c'est le 2 septembre 2024, quand il y a l'effervescence du premier jour. Elle arrive bien évidemment entourée de ses enfants, des 2 jeunes femmes du pôle des victimes, d'assistance aux victimes, et puis ses avocats. Donc je la laisse installer, la presse est là, les médias sont là, tout le monde la regarde, l'examine, la scrute. Et puis je m'approche. Et je lui dis, écoutez, on va vivre, entre guillemets, 3 mois et demi ensemble. Donc je pense qu'il est de bonne courtoisie, de bonne politesse et bonne intelligence que je vous serre la main, que je me présente à vous et que je vous dis simplement, je suis Béatrice Avaro, je suis l'avocate de votre ex-mari, puisqu'à l'époque le divorce était prononcé. Donc voilà. Et nous nous sommes serrés la main, nous avons une poignée de main franche, ferme. Voilà, il fallait que je le fasse. Pour moi, c'était important. Bien sûr, ça avait été très mal interprété par certains de mes pairs, mais pour autant, pour moi, c'était important de le faire. Comment avez-vous digéré ce procès des viols de Mazan ? Aujourd'hui, on est quelques mois après. Vous avez sorti ce livre en collaboration, je le rappelle, avec Daniel Prieur, Défendre l'indéfendable chez Mareuil. Comment vous, en tant que femme, en tant qu'avocate, je le répète, vous avez digéré ces longs mois, finalement, de procès ? On les digère pas tout à fait parce que ça fait toujours partie de son quotidien, c'est toujours là. Et puis il y a votre invitation de ce jour, mais avant ça, sur toute l'année 2025, j'ai eu des sollicitations pour des conférences, des retours sur expérience, pour parler de ce que j'ai vécu pendant 3 mois et demi, de la défense que j'ai eue, comment je l'ai abordée, comment je l'avais planifié, envisagé, élaboré. Et puis on n'en sort pas parce que d'abord le dossier Pellicot reste entier dans le sens où il y a d'autres affaires qui nous occupent dans le pôle Cold Case de Nanterre. Après, mon corps a été victime de ces 3 mois et demi, dans le sens où pendant 3 mois et demi, il m'a soutenu. Pendant l'instruction, j'ai eu des fractures de vertèbres avec un port de corset pendant sensiblement 10 mois. Et puis pendant 3 mois et demi, miraculeusement, tout allait bien. Je marchais énormément, j'allais, je venais, etc. J'ai eu aucune difficulté. Et le soir du verdict, mon cher Do m'a dit je t'ai soutenu pendant 3 mois et demi, maintenant tu vas repenser à moi. Et puis une petite pointe dans le dos et à nouveau un petit peu de corset, un petit peu de traitement, voilà. Donc le corps a vraiment somatisé. Et puis après voilà, sur le plan personnel c'était ça, sur le plan professionnel
une activité qui est la même, un petit virage qui s'amorce aujourd'hui au bout d'un an, avec une activité qui change un peu, mais une vie professionnelle surtout qui est plus riche parce que faite d'un agenda plus rempli, d'invitations à des conférences, à des assises. Vous êtes plus sollicité, j'imagine. Je suis plus sollicitée, oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes toujours en relation avec Dominique Pellicot ? Bien sûr, plus que jamais. Comment va-t-il ? Comment se passe sa détention ? Elle se passe comme un homme qui est à l'isolement. C'est pas une plainte, c'est juste une constatation et un fait très objectif à l'isolement. Donc isolement sans visite, si ce n'est la mienne, sans promenade particulière, beaucoup d'écriture, beaucoup de lecture. Il essaie de s'évader comme ça, Dominique Pellicot, avec un état de santé qui se dégrade quelque peu, parce qu'il va faire 73 ans dans quelques jours, et voilà, et puis très compliqué de se projeter sur un avenir dans ces conditions-là, donc avec tout ce que le tout un chacun pourrait ressentir dans un moment pareil. Merci beaucoup, Maître Béatrice Zavarro, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio JM pour nous parler de votre livre « Défendre l'indéfendable » aux éditions Mareuil. C'est un récit passionnant parce qu'on part finalement de votre histoire, finalement du processus qui vous a permis de devenir avocate jusqu'à cette affaire retentissante dont on a tous entendu parler, l'affaire du procès de Mazan, qui s'est finie, comme je l'ai dit, avec une condamnation de 20 ans de réclusion criminelle à perpétuité. Merci à vous. 20 ans de réclusion criminelle, pas à perpétuité. Pas à perpétuité. Pardonnez-moi. C'est bien de le rappeler, il faut être précis. Exactement. Je suis avec Exactement. Une avocate et c'est important de le rappeler. Merci à vous et à très bientôt.